Donc, je vous remercie de suivre ce live. Merci à vous. On est là aujourd'hui pour discuter des glomérulopathies. Donc, les glomérulopathies, je pense qu'après l'item sur les troubles hydroélectrolytiques, c'est probablement aussi une grosse bête noire des étudiants. Vous allez voir, je pense que ce que j'essaye de vous donner par rapport à ces lives, c'est pas de rentrer dans le détail absolu de l'item et de refaire en fait l'item du collège. C'est d'essayer de stratifier et d'organiser votre esprit pour mieux comprendre et surtout pour apprendre de façon efficace. Donc, c'est parti, les glomérulopathies. Donc, c'est un item qui est assez lourd parce qu'il regroupe à la fois énormément donc de la description diagnostique, de la description biologique, de la description anatomopathologique, de l'étiologie, et en fait c'est vachement, et en fait tous ces noms là ont le même nom, ça s'appelle tout des glomérulonéphrites, on ne sait pas si on parle de lésions anatomopathologiques, d'étiologie, donc c'est vraiment très très compliqué, et ça je vous le conçois et je vous le concède, et pour ça je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse essayer de stratifier votre esprit par rapport à tout ça. Donc les glomérulopathies, c'est les pathologies rénales, c'est vraiment très simple, hein, donc qui atteignent le filtre glomérulaire. Ces pathologies, elles peuvent évoluer sur un plan aigu ou sur un plan chronique, d'accord ? Donc là, on va essayer de savoir comment est-ce qu'on diagnostique cette glomérulopathie et comment est-ce qu'on avance petit à petit pour stratifier son esprit entre les différentes choses qui sont dans cet item. Donc ce qu'il faut bien retenir par rapport aux glomérulonéphrite, c'est que l'atteinte du filtre glomérulaire, elle a certaines caractéristiques clinico-biologiques. Et ce qui va vous faire suspecter une atteinte glomérulaire, ce sont l'association ou la présence d'un certain nombre de signes que je vous ai listés ici. Donc ces signes, ce sont les suivants. La protéinurie qui va être d'origine glomérulaire, donc cette protéine d'origine glomérulaire, c'est-à-dire une protéinurie dans laquelle on va retrouver de l'albumine. Pourquoi ? Parce que l'albumine n'est pas filtrée par le glomérule ou en infime quantité. Et lorsque on va retrouver des grandes quantités d'albumine, en fait, c'est qu'il y a une atteinte au niveau du filtre glomérulaire. C'est quand même quelque chose d'assez entre guillemets pathognomonique, pas vraiment, mais d'assez spécifique. Donc la présence d'albumine dans les urines signe un certain degré d'atteinte du filtre glomérulaire. Cette protéinurie, souvent dans les pathologies glomérulaires, elle peut être assez importante. Contrairement aux pathologies tubulaires où elle va être modérée, là, ici, étant donné que c'est vraiment le filtre c'est vraiment là où il y a le passage de la plus grande quantité d'urine, 120 à 180 litres d'urine primitive, je vous rappelle, et bien en fait, vous allez avoir la possibilité d'avoir énormément d'urine qui vont passer énormément de protéines qui vont passer dans les urines. Donc la protéinurie, c'est un signe glomérulaire assez constant. On va retrouver ça assez souvent dans les syndromes glomérulaires. Ce que vous avez aussi, qui peut être un signe d'atteinte du filtre, c'est l'hématurie. Cette hématurie, elle va être, on verra, au niveau microscopique, on verra en fait des hématies qui sont empilées les unes sur les autres puisqu'elles sont passées dans les tubules. Et donc l'hématurie microscopique, mais elle peut être macroscopique des fois, est aussi un signe d'atteinte glomérulaire. Ensuite, on retrouvera d'autres signes d'atteinte qui vont être plus ou moins présents selon les syndromes que l'on va avoir. L'insuffisance rénale, hein, puisqu'on est quand même en néphrologie, qui peut être là ou ne pas être là, qui peut être aiguë ou chronique, on le verra. L'hypertension artérielle, qui est aussi un signe d'atteinte glomérulaire. Pourquoi ? Pas du tout par les mêmes biais que le syndrome vasculaire. En fait, étant donné que l'appareil juxtaglomérulaire, donc ce qui est juste autour du glomérule, va être la source physiologique de la rénine. En fait, l'atteinte du glomérule va jouer aussi sur une élévation et une activation du système rénine-angiotensine et une élévation de la rénine et donc une hypertension artérielle.
Enfin, les œdèmes, ils vont être secondaires la plupart du temps dans les syndromes glomérulaires à une hypoalbuminémie. Donc l'hypoalbuminémie qui va être responsable de la baisse de la pression oncotique va entraîner la possibilité d'avoir des œdèmes du secteur, donc une inflation du secteur interstitiel. Et en plus, avec cette suractivation du système rénine-angiotensine, ça va un petit peu aggraver ces œdèmes. Ces signes sont des signes, comme vous pouvez le constater, qui sont pour certains assez génériques. Donc l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, les œdèmes, ça peut se retrouver dans plein d'autres pathologies. Et donc c'est souvent, si vous avez une insuffisance rénale et une hypertension artérielle sans protéinurie, sans hématurie, c'est difficile d'évoquer un syndrome glomérulaire de prime abord. Donc vraiment, ce qui va être assez typique, c'est la présence de protéinurie, de rang glomérulaire, et l'hématurie dans certaines formes aussi, qui va être quelque chose d'assez constant et d'assez présent. Donc, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut raisonner avec tous les syndromes glomérulaires qui sont présents dans le collège pour que vous puissiez stratifier ça dans votre esprit. En fait, il faut imaginer les glomérulonéphrites comme une espèce de toile d'araignée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de syndromes qui sont décrits, et est-ce qu'on peut organiser ces syndromes entre eux? En fait, ces syndromes, ils vont regrouper les signes glomérulaires qui vont être plus ou moins intenses, dont la temporalité d'installation va être plus ou moins différente, et donc ça va signer la spécificité et l'appartenance à un des syndromes glomérulaires, d'accord? Mais certains de ces syndromes glomérulaires peuvent s'associer entre eux, puisque on peut avoir ce qu'on appelle des associations syndromiques entre des syndromes glomérulaires, mais la signification de cette association syndromique, quand on va faire la recherche étiologique, sera pas la même que si on avait uniquement un seul des syndromes. En fait, vous allez voir, quand on va parler de syndrome néphrotique, le syndrome néphrotique, il peut se voir tout seul, et on aura des pathologies qui seront associées à un syndrome néphrotique. Et puis on peut voir aussi des syndromes néphrotiques associés à d'autres syndromes glomérulaires, comme le syndrome néphritique, ou alors comme la GNRP par exemple. Et bien dans ces cas-là, c'est plutôt les étiologies qui vont être associées au syndrome néphritique et à la GNRP, et le syndrome néphrotique sera une espèce de conséquence de l'atteinte glomérulaire. Si les choses ne sont pas claires de ce que je vous dis, n'hésitez pas à le signaler dans le chat, et j'essaierai de répondre de façon un peu plus claire. Donc on va rentrer dans les syndromes glomérulaires, et on essaiera aussi de regarder un petit peu les lésions anatomopathologiques. Vous avez un peu d'imagerie qui est dans le QN dans cet item. Je ne pense pas qu'on vous donne des images très compliquées d'anapathe à analyser. Cependant, si vous avez les images du QN en tête, vous aurez quand même une bonne base par rapport à ça. Je vais vous donner aussi à la fin un algorithme, un organigramme, pour pouvoir bien réfléchir à chaque étape et pas vous tromper et pas vous emmêler les pinceaux. Donc, pensons clinique, d'accord? On a un patient en face de nous et on veut savoir si il a une pathologie glomérulaire. Ce qui va nous faire penser à ça, c'est l'association des signes que je vous ai donnés avant, d'accord? On va détailler, on va prendre un par un ces syndromes glomérulaires pour bien comprendre. Donc vous avez le patient en face de vous, vous l'examinez, vous regardez sa biologie et vous cherchez à savoir dans quelle case et dans quel syndrome glomérulaire vous allez pouvoir le faire rentrer, d'accord? Si on parle de syndrome néphrotique, au premier plan du syndrome néphrotique, vous allez avoir une protéinurie très abondante associée à une baisse de l'albumine. Alors pourquoi? Lorsque le filtre glomérulaire va être extrêmement atteint, il va y avoir une fuite importante d'albumine. Cette fuite d'albumine, si elle est inférieure à un certain seuil, le foie qui synthétise l'albumine va pouvoir synthétiser, compenser la perte d'albumine au niveau urinaire. À partir d'un certain seuil, qui est situé à peu près aux alentours de 3 grammes par 24 heures chez la plupart des gens, mais chez d'autres personnes ça peut être un tout petit peu moins, chez d'autres ça peut être un tout petit peu plus, vous allez pouvoir, donc si vous dépassez ce seuil, le foie ne peut plus synthétiser l'albumine aussi vite que vous la perdez, et dans ce cas, vous allez avoir donc une baisse de l'albumine. Et donc l'association entre une élévation de la protéinurie et une baisse d'albumine vous fait
suspecter un syndrome néphrotique. Attention, comprenez bien le mécanisme physiopathologique du syndrome néphrotique. C'est bien la fuite urinaire de protéines qui entraîne, qui fait que le foie ne peut plus synthétiser assez l'albumine pour la compenser. Mais il existe d'autres pathologies où on va pouvoir avoir une protéinurie très importante, qui ne sera pas forcément d'origine glomérulaire, associée à un état, associée à une albumine basse, par exemple, un état de dénutrition. Un patient qui a un myélome multiple, par exemple. Je prends un exemple qu'on voit en néphrologie assez souvent. Patient a un myélome multiple, il a une protéinurie abondante faite de chaînes légères. Il peut avoir jusqu'à 10, 12, 13 grammes de protéinurie par 24 heures, mais ce n'est pas de l'albumine, ce sont des chaînes légères. Le patient a un cancer, il a un myélome, il est donc dénutri, il a une albumine inférieure à 30 grammes par litre, mais l'association des deux n'en fait pas un syndrome néphrotique. D'accord ? En fait, la protéinurie, elle est d'origine, c'est des chaînes légères, d'accord ? Et donc c'est plutôt un problème tubulaire de réabsorption de ces chaînes légères. Il y a trop de chaînes légères, donc ça passe dans les tubules, il y en a trop. Et le patient est dénutri, donc il a une albumine inférieure à 30. Et il n'a pas de syndrome néphrotique, d'accord ? Donc l'association protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures, moins de 30 grammes par litre d'albumine, va vous faire suspecter un syndrome néphrotique, mais attention, ce n'est pas systématiquement le cas. Bien que, je pense, dans la plupart des cas cliniques qu'on va vous poser, on n'ira pas jusque-là. Je dis ça parce que quand j'ai fait un des examens de néphrologie à Lyon, j'avais mis ça comme exemple pour justement essayer de faire réfléchir les étudiants. Alors, je ne sais pas s'ils avaient plus ou moins bien reçu cette question, mais voilà, c'est vraiment important de vous dire que, attention, c'est vraiment la simplicité pour que vous puissiez tout de suite reconnaître des situations cliniques dans lesquelles il faut peut-être s'inquiéter et aller voir plus loin au niveau néphrologique, mais elles ne sont pas forcément synonymes de syndrome néphrotique. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui va définir votre syndrome néphrotique et ce qui va être au premier plan et ce qui est important d'avoir pour le diagnostic du syndrome néphrotique. À côté de ces deux caractéristiques, qui sont des caractéristiques biologiques, vous allez pouvoir avoir des œdèmes qui vont être liés à la baisse de pression oncotique et à la baisse de la pression hydrostatique, l'activation du système rénine-angiotensine qui va faire réabsorber du sel. En fait, il n'y a plus de pression oncotique, donc tout s'en va dans le secteur interstitiel. Mais les œdèmes ne sont pas forcément obligatoires, même avec un gros syndrome néphrotique, il y a des gens qui n'ont pas d'œdème, d'accord ? Et vous avez les autres signes qui vont définir si le syndrome néphrotique est pur ou impur. Alors pourquoi on parle de pur ou d'impur ? Puisque les pathologies qui vont être associées au syndrome pur ou impur vont varier et les lésions anatomopathologiques qu'on va trouver peuvent varier. Donc le fait que le syndrome néphrotique soit pur, c'est quand il n'y a uniquement qu'une fuite protéique avec une baisse de l'albumine, plus ou moins des œdèmes, mais pas d'insuffisance rénale, pas d'hématurie, pas d'hypertension artérielle. La plupart du temps, c'est une anomalie du filtre au niveau soit des filaments podocytaires, soit au niveau de la charge électrique de la membrane, qui va faire que en fait, l'albumine va passer de façon quasiment exclusive et le filtre reste quand même avec une architecture globalement normale. Donc ça, c'est quand c'est pur. Quand c'est impur, c'est qu'il va y avoir une destruction ou un remaniement du filtre glomérulaire et donc on va voir apparaître une hématurie, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale. Alors l'insuffisance rénale dans le syndrome néphrotique, parfois elle est secondaire en fait à la déshydratation, l'espèce d'état d'hypovolémie intravasculaire que va entraîner la baisse de pression oncotique, et donc vous pouvez avoir une insuffisance rénale fonctionnelle, réactionnelle à un syndrome néphrotique. Attention, ça ne voudra pas dire que le syndrome néphrotique sera impur, c'est simplement une des conséquences et une des complications du syndrome néphrotique très sévère. C'est l'hypovolémie intravasculaire qui fait que voilà, le rein va se mettre en insuffisance rénale fonctionnelle. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Quand vous allez avoir un syndrome néphrotique avec une insuffisance rénale, deux choses à bien regarder. Un, est-ce que cette insuffisance rénale n'est pas fonctionnelle ? Et on verra dans un autre live, on reprendra insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique, comment distinguer fonctionnel d'organique, tout ça, on refera un petit point. Donc assurez-vous qu'elle n'est pas fonctionnelle, assurez-vous qu'elle n'est pas préexistante
elle n'est pas préexistante au syndrome néphrotique. En fait, le patient peut avoir une petite insuffisance rénale et puis d'un coup faire un syndrome néphrotique alors qu'il n'avait pas de protéinurie avant. Donc ça peut aussi très bien déclencher un syndrome néphrotique qui peut se déclencher après sur une néphropathie déjà préexistante. Voilà, donc sur le syndrome néphrotique, donc, vous avez bien compris, la protéinurie, l'albuminémie, plus de 3 grammes, moins de 30 grammes, et puis l'association des autres signes qui vont définir le caractère pur ou impur. On reste uniquement sur la définition des syndromes. Les syndromes, je vous le rappelle, vous en faites le diagnostic clinico-biologique. C'est tout. À partir de là, vous imaginez face au patient et à réfléchir dans quel syndrome je peux classer ce patient. Ok ? Donc là, on vous demande pas on n'est pas encore à parler de biopsie rénale ou d'étiologie derrière. D'accord ? C'est vraiment du diagnostic syndromique, sémiologique pur. Le syndrome néphritique, ce qui définit le syndrome néphritique, c'est la temporalité d'installation des signes néphrologiques et glomérulaires. Le patient, le lundi, a une créate normale, a pas de problème néphrologique. Le mercredi se retrouve avec une insuffisance rénale importante, une protéinurie de rang glomérulaire importante, des œdèmes, possiblement une hypertension artérielle et un peu d'hématurie. L'apparition des signes est extrêmement rapide, elle est aiguë. Et cette apparition aiguë d'un tas de signes glomérulaires en même temps est plutôt en faveur d'un syndrome néphritique. D'accord ? C'est vraiment la temporalité de ces signes qui vous fait évoquer un syndrome néphritique. Concernant la glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est aussi une temporalité c'est aussi la temporalité qui va définir l'association, qui va définir ce syndrome. Alors, dans la glomérulonéphrite rapidement progressive par rapport au syndrome néphritique, c'est plutôt subaigu, dans le sens où l'évolution se fait de façon plus progressive. Pourquoi ? Physiologiquement, physiopathologiquement, ça s'explique. Ça s'explique parce que dans le syndrome néphritique, on le verra juste après, le mécanisme est souvent des complexes immuns qui vont se ficher dans l'endothélium vasculaire au niveau glomérulaire et activer localement un recrutement cellulaire de cellules du système immunitaire. Ça va se faire en même temps, quasiment en même temps, dans tous les glomérules. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide et brutal d'installation en 24-48 heures. Dans la glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est petit à petit, au cours du temps, un glomérule, puis 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million, qui vont être touchés. Donc en fait, c'est pour ça que c'est subaigu et ça évolue de façon un peu plus progressive. Mais de façon rapide, donc d'où le terme rapidement progressive. Ce qui va être au premier plan dans l'insuffisance rénale par glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est l'élévation de l'insuffisance des chiffres de créatinine, en tout cas de la progression de l'insuffisance rénale, sur une forme à peu près exponentielle. C'est-à-dire que le patient, au début du mois, a une créatinine normale, et puis 2 semaines après, commence à avoir 150 de créatinine, et puis 1 semaine après 200, et puis 3 jours après 300, le lendemain 500, le lendemain 800 et le surlendemain 1200. Donc en fait, vous avez cette augmentation exponentielle qui fait qu'au début, il n'y a pas grand-chose et en fait, ça augmente de façon rapide. Et s'associe à cette insuffisance rénale la présence de signes glomérulaires avec plutôt au premier plan dans la glomérulonéphrite rapidement progressive, la présence d'une hématurie microscopique. Cette hématurie microscopique, elle va signer ce qu'on appelle la prolifération cellulaire au niveau du glomérule. Je referai un petit point sur la napate pour vous expliquer les différences entre prolifération et dépôt extramembraneux, extracapillaire, extra-machin. Donc ça, j'y reviendrai juste après. Donc la glomérulonéphrite rapidement progressive, ou GNRP, elle associe une insuffisance rénale de progression exponentielle à une hématurie microscopique et peuvent s'associer de façon plus ou moins importante la présence d'une protéinurie qui peut être inférieure à 0,5 g par 24 heures, ça se voit, voire de rang néphrotique, on le verra dans les associations syndromiques. Souvent, on a une hypertension artérielle puisque
il y a une atteinte du glomérule et de l'appareil juxtaglomérulaire et donc une sécrétion de rénine qui est augmentée, les œdèmes ne sont pas forcément quelque chose qui vont être discriminants dans le diagnostic de ce syndrome. Les hématuries macroscopiques récidivantes. Ce qui va définir ce syndrome, c'est, comme son nom l'indique, la présence de façon répétée dans le temps et de façon chronique de sang dans les urines que le patient va vous décrire. Le patient va vous dire je pisse du sang. Ça m'arrive d'avoir eu des épisodes où j'ai pissé du sang, ou en tout cas des urines qui n'avaient pas la même couleur que d'habitude. Et souvent, en tout cas pour un certain nombre de pathologies, après une infection digestive, une gastro, un rhume, une angine, et ben c'était à ce moment-là que ça apparaissait. Donc ça, c'est très typique des hématuries macroscopiques récidivantes. Et souvent, entre les épisodes chez ces patients, vous retrouvez dans les urines la présence d'une hématurie microscopique. Cette hématurie microscopique, elle signe aussi une atteinte du filtre glomérulaire à un certain niveau. Va s'associer de façon plus ou moins importante une protéinurie qui va être pareil, qui peut être faible ou de rang néphrotique. L'hypertension artérielle aussi va apparaître assez rapidement. Et l'insuffisance rénale va apparaître au fur et à mesure de l'évolution naturelle de la maladie. Elle n'est pas forcément présente dès le début et elle peut apparaître sur le long terme. Et les œdèmes ne sont pas hyper fréquents dans cette pathologie. Je vois vos questions qui arrivent petit à petit. J'y réponds juste après, à la fin de ce paragraphe sur les syndromes. La glomérulonéphrite chronique. Eh bien, la glomérulonéphrite chronique, c'est l'association d'un certain nombre de signes d'atteinte glomérulaire associés à une insuffisance rénale chronique. Voilà, donc en fait, vous avez une insuffisance rénale chronique et des signes glomérulaires, ce qui définit plutôt une glomérulonéphrite chronique. D'accord ? C'est l'évolution en fait de toutes les glomérulonéphrites aiguës, en tout cas toute pathologie glomérulaire qui évolue sur un plan aigu et qui n'est pas soignée ou qui garde des séquelles devient une glomérulonéphrite chronique avec une insuffisance rénale plus ou moins importante et la persistance dans le temps d'un certain nombre de signes glomérulaires. Comme je vous disais, il peut y avoir des associations syndromiques. Vous pouvez associer plusieurs syndromes. La plupart du temps, c'est quand même l'association d'un syndrome avec un syndrome néphrotique. Si vous avez donc l'association de ces deux syndromes, par exemple un syndrome néphritique, donc vous avez un patient, le lundi tout va bien, il consulte le mercredi, il a 500 de créate, de l'hypertension, plus de 3 grammes par jour de protéinurie et une albumine qui a chuté inférieure à 30 grammes par litre. Eh bien, vous dites ce patient fait un syndrome néphritique et dans son syndrome néphritique, il a une perte d'albumine qui est tellement importante dans ses urines qui fait un syndrome néphrotique associé. Mais les pathologies vont être celles du syndrome néphritique. Ça va être les pathologies qui sont associées au syndrome néphritique et c'est ces pathologies-là qu'il va falloir principalement rechercher. D'accord ? De la même façon, si le patient a une GNRP, il peut avoir un syndrome néphrotique associé à cette GNRP, c'est-à-dire une protéinurie très importante, une baisse de l'albumine, mais qui s'inscrit dans une élévation temporelle exponentielle rapide de son insuffisance rénale et l'apparition d'une hématurie, et puis d'un certain nombre de signes cliniques qui vont aller avec l'étiologie. Avant de passer aux lésions pathologiques, je réponds à la question d'Alexandre. Donc une protéinurie supérieure à 1 gramme par litre dans un myélome nous oriente plutôt vers une amylose ou une maladie de Randall ? Point d'interrogation. La valeur de protéinurie dans le myélome est difficile. Vous pouvez difficilement vous orienter vers une pathologie particulière simplement avec la valeur de protéinurie. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir vraiment 2 types possibles de protéinurie dans le myélome. Enfin, en tout cas, vous allez avoir... Enfin, vous pouvez en avoir même une 3e. Bref, mais en tout cas, deux gros types de protéinurie. La première, c'est la protéinurie de Ben-Jones, c'est-à-dire une protéinurie de chaîne légère. Donc, le myélome produit un maximum de chaînes légères et ces chaînes légères sont filtrées par le rein et généralement sont réabsorbées au niveau du tube proximal. Quand il y en a trop, le tube proximal ne peut plus les réabsorber et elles se retrouvent dans les urines. Le problème, c'est qu'elles vont polymériser notamment avec la protéine de Tamor-Schwal, dans des conditions acido-basiques particulières au niveau urinaire, et donc entraîner
des espèces de bouchons qu'on appelle des cylindres, et ces cylindres vont entraîner ce qu'on appelle la néphropathie à cylindre myélomateux, qui est une pathologie tubulaire liée à une protéinurie de chaîne légère. Cette protéinurie, elle peut être très importante, elle peut être de 1 gramme, moins d'1 gramme, mais elle peut aller jusqu'à 12, 13, 14, 20 grammes par litre ou par 24 heures, si on a l'urine des 24 heures. L'amylose ou la maladie de Randall, c'est plutôt alors la maladie de Randall touche à la fois le glomérule et le tube proximal, mais ces protéinuries ont plutôt un profil glomérulaire, c'est-à-dire avec une fuite d'albumine. Et donc de la même façon, tu peux avoir une protéinurie de faible rang, qui va t'orienter de faible rang, mais qui va être majoritairement composée d'albumine dans le myélome. Et ça t'évoquera plutôt effectivement une atteinte glomérulaire du myélome, qui est souvent une amylose ou une maladie de Randall. Donc le niveau de protéinurie n'est pas forcément quelque chose qui va être ultra discriminant. Il faudra aller un tout petit peu plus loin dans le myélome, demander une protéinurie de Ben-Jones, demander éventuellement une albuminurie pour savoir de quoi est composée la protéinurie de ce patient et d'ailleurs orienter au mieux ton diagnostic. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire. J'essaierai d'y répondre plus tard. Donc il y a un petit lag comme je vous ai dit. Donc je vois vos questions, mais un petit peu après que vous les ayez posées. Alors, là, je pense que c'est très important que vous encriez et que vous compreniez bien cette diapo. Comme le précédent live, on vous mettra en téléchargement direct le diaporama. Vous pouvez le garder, en faire ce que vous voulez, des posters, ce que vous voulez. Enfin, il est accessible à vous et vous en faites ce que vous en voulez. Il est très important de comprendre les différentes étapes de diagnostic pour les stratifier dans votre tête. Vous avez des signes d'atteinte glomérulaire qu'on a listés au début. Ces signes d'atteinte glomérulaire vont définir des syndromes clinico-biologiques qu'on a décrits. Néphrotique, néphritique, GNRP, hématurie récidivante. C'est à peu près tout ce qu'il y a glomérulonéphrique chronique. Et c'est ce qu'il y a écrit dans votre bouquin. Ces syndromes clinico-biologiques vont être souvent associés à des lésions anatomopathologiques. Donc en fait, là, vous êtes dans la démarche diagnostique, c'est-à-dire, j'ai un patient, il a un syndrome clinico-biologique, étape d'après, la plupart du temps, sauf dans certains cas particuliers, les syndromes glomérulaires sont biopsiés pour voir ce qu'il y a au niveau du rein. Donc vous avez votre syndrome clinico-biologique, ensuite vous faites une biopsie rénale, et vous analysez la biopsie rénale qui va vous donner un certain nombre de lésions anatomopathologiques. Avec ces lésions anatomopathologiques que vous allez relier aussi avec d'autres éléments de votre examen clinique, comme la présence d'arthralgie, la présence d'un contexte clinique particulier, avec ces lésions anatomopathologiques, vous allez pouvoir rechercher un certain nombre de pathologies associées à ces lésions anatomopathologiques. Donc là, on a déjà regardé l'ensemble des syndromes clinico-biologiques. On va définir les lésions anatomopathologiques. Avant de rentrer dans la description, je vous affiche un schéma de glomérule. Un glomérule, c'est globalement composé d'un certain nombre de choses. Une artériole afférente, une artériole efférente, d'accord ? Qui vont se diviser, enfin en tout cas l'artériole afférente va donner ce qu'on appelle un bouquet de capillaires glomérulaires, le flocule, ce qu'on appelle le flocule capillaire glomérulaire, et ce flocule va être le lieu de la filtration. Pour tenir en place et en 3 dimensions ce flocule dans la chambre urinaire, il y a au milieu des capillaires un tissu de soutien qu'on appelle le mésangium. C'est ce que vous voyez en marron au milieu des capillaires ici. De l'autre côté des capillaires, vous avez les podocytes. Ces podocytes vont maintenir aussi l'architecture tridimensionnelle du glomérule et vont, avec la membrane basale de l'endothélium vasculaire, créer le filtre glomérulaire. D'accord ? Et vous avez la chambre urinaire et l'épithélium, donc les cellules épithéliales qui tapissent la chambre urinaire.
Voilà globalement votre glomérule. Donc quand il y aura des pathologies, ça va toucher ces structures-là. Ça va toucher le capillaire, ça va toucher la membrane basale du capillaire, le mésangium ou les cellules épithéliales de la chambre urinaire. D'accord ? On va distinguer deux grandes choses qu'on va décrire. On va distinguer quand on va parler du capillaire et quand on va parler de la membrane. Quand on parle du capillaire, dans l'extracapillaire, endocapillaire, on parle de la prolifération cellulaire. Donc quand vous avez le terme capillaire, c'est pour distinguer la présence d'une prolifération cellulaire, quelle qu'elle soit. Elle est soit du côté de la chambre urinaire, elle est extracapillaire, ou elle est du côté de l'endothélium, de la lumière endothéliale, elle est endocapillaire. Et ça, c'est la prolifération cellulaire. D'accord ? Au niveau des dépôts, on va les topographier par rapport à la membrane basale de l'endothélium. Donc la membrane basale glomérulaire, elle va être le siège de dépôts qui peuvent être endomembraneux, dans la membrane, du côté interne de la membrane, sous-membraneux. Alors sous-membraneux, c'est vraiment sous la membrane du côté, c'est du côté urinaire. Extramembraneux, là c'est vraiment des dépôts qui sont de l'autre côté de la membrane, du côté urinaire. Endomembraneux, c'est plutôt du côté du capillaire, et intramembraneux, c'est carrément des dépôts qui sont dans la membrane basale. Et c'est vraiment les dépôts qu'on caractérise avec le terme membraneux. D'accord ? Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Donc, quand on va parler de glomérulonéphrite extracapillaire, extramembraneuse, tout ça, on va donc parler de lésions anatomopathologiques, d'accord ? Et on ne parlera plus de syndrome clinico-biologique. Mais ces syndromes clinico-biologiques vont s'associer, voilà, vous avez compris. Donc dans les lésions anatomopathologiques, vous avez diagnostiqué chez le patient un syndrome néphrotique. Plus de 3 grammes par jour de protéinurie, moins de 30 grammes par litre d'albumine. Vous avez diagnostiqué un syndrome néphrotique, vous faites une biopsie rénale. Vous allez tomber sur un certain nombre de lésions anatomopathologiques. La plupart du temps, quand le syndrome néphrotique sera pur, vous allez tomber sur ce qu'on appelle des lésions glomérulaires minimes. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est-à-dire que votre glomérule est optiquement normal, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de lésions particulières sur ce glomérule. Et quand vous allez faire de l'immunofluorescence, vous allez prendre des anticorps contre un certain nombre de structures que vous allez laisser sur la lame un certain temps, et puis vous allez révéler ces anticorps avec un anticorps fluorescent. Et quand vous allez faire ça, eh bien vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas voir. Et l'immunofluorescence, elle permet de voir les dépôts, ce qui se dépose dans le glomérule, et vous n'allez rien voir du tout. Si vous voulez voir des lésions, dans les lésions glomérulaires minimes, il va falloir utiliser la microscopie électronique. En fait, au moment où on a décrit ces pathologies, la microscopie électronique n'existait pas, et donc dans ces pathologies, on ne voyait rien. Et donc vous dites, il y a peut-être des lésions quelque part, mais elles sont minimes, on ne les voit pas optiquement avec un microscope normal. En microscopie électronique, vous allez pouvoir voir un certain nombre d'anomalies de la membrane basale, souvent une fusion des podocytes, enfin des choses comme ça. Quand le syndrome néphrotique sera impur, vous vous attendez donc à trouver une anomalie et une lésion du filtre glomérulaire. Et donc là, il y a deux grands types de lésions anatomopathologiques que vous allez pouvoir trouver. D'un côté, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle une hyalinose segmentaire et focale. Cette hyalinose segmentaire et focale, elle va être en microscopie optique représentée par des dépôts dans les podocytes, qui sont ce qu'on appelle des dépôts hyalins, c'est-à-dire c'est des dépôts un peu amorphes, comme ça, pas très très bien organisés dans les podocytes, et un accolement du flocule glomérulaire à la capsule. Comme vous avez vu dans l'image du glomérule, il y a un espace virtuel, en tout cas qui contient l'urine primitive, entre les capillaires et la capsule, et ce n'est pas collé. Dans la hyalinose, il va y avoir un accolement, vous allez voir un accolement entre le flocule et la capsule, une espèce de cicatrice où ça va coller en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la synéchie floculo-capsulaire, avec un nom extrêmement poétique. Et donc des dépôts hyalins. Le caractère segmentaire et focal est important parce qu'en fait, vous allez voir ça dans une certaine partie du glomérule, pas partout sur le glomérule.
ça va être segmentaire, non, ça va être focal. Et segmentaire, ça va être, ouais, c'est plutôt l'inverse, on va dire. Donc segmentaire, c'est sur un certain segment du glomérule. Donc par exemple, vous allez voir ça sur le pôle urinaire ou sur le pôle basal, ou voilà. Hein, mais vous n'allez pas voir ces anomalies partout sur le glomérule. Et focal, c'est que vous allez voir ça à certains endroits du rein, c'est pas partout dans le rein. Donc il y a un espèce de continuum entre la lésion glomérulaire minime et la hyalinose segmentaire focale, puisque quand vous faites votre biopsie, si vous biopsiez pas dans un endroit où il y a de la hyalinose, bien le rein est normal. Donc vous avez peut-être diagnostiqué une lésion glomérulaire minime alors qu'il y a de la hyalinose. Mais si le syndrome néphrotique est pur, vous pouvez vous dire quand même c'est plutôt des lésions glomérulaires minimes parce que j'ai pas d'atteinte du filtre comme je l'aurais dans la hyalinose segmentaire et focale. Mais globalement, cette hyalinose segmentaire et focale, elle touche une certaine partie des glomérules et à certains endroits du rein. Ce que définit segmentaire et focale, c'est aussi ce qu'on va définir quand on parlera de néphropathie lupique. Et la glomérulonéphrite extramembraneuse, complètement différente en termes d'aspect anapathe, elle va être surtout en microscopie optique, on peut très bien ne rien voir parce que les anomalies sont débutantes et on ne voit pas forcément très bien les dépôts en microscopie optique comme ça, sauf avec certaines colorations comme la coloration argentique. Ou alors on peut voir des espèces d'une membrane basale qui est spiculée. En fait, c'est simplement la membrane basale qui va essayer d'englober les dépôts pour essayer de les bouffer. Mais en fait, voilà, vous allez voir cette membrane basale qui va entourer les dépôts. Vous allez surtout voir les dépôts quand vous allez faire de l'immunofluorescence. Vous allez mettre ces anticorps anti ce que vous cherchez comme dépôt. Et vous allez voir votre glomérule s'allumer. Je vous remets ici ce qui est dans le QN, puisque les imageries du QN sont probablement les imageries qui tombent. Et parce que elles sont dans le bouquin et qu'il n'y a aucune raison qu'on vous fasse tomber autre chose. Mais globalement, ce que vous voyez, c'est cet aspect spiculé au niveau là. Ce que vous voyez au-dessus, c'est une coloration argentique, où vous avez ce petit aspect un peu spiculé, c'est-à-dire avec comme des petites dents sur la membrane basale, et surtout en immunofluorescence, comme vous voyez en bas. Donc là, c'est un anticorps anti-immunoglobuline G qu'on a utilisé. Donc tout ce qui est immunoglobuline G, l'anticorps va se fixer dessus, et ensuite on met un anticorps qui est fluorescent sur cet anticorps qui s'est fixé sur les immunoglobulines G, et on regarde si c'est fluorescent en immunofluorescence avec un microscope adapté. Et là, on voit qu'il y a un tas de petits grains le long de la membrane basale glomérulaire, du côté urinaire, donc du côté extramembraneux, et donc ça définit bien une glomérulonéphrite extramembraneuse. Voilà, c'est pas tout. Donc, une fois que vous avez diagnostiqué syndrome clinico-biologique, syndrome néphrotique, très bien, je fais une biopsie, j'ai un certain type de lésion, j'ai une LGM, j'ai un syndrome néphrotique qui est plutôt pur, et j'ai des lésions glomérulaires minimes à la biopsie. Quels sont les diagnostics que je dois rechercher? Alors, la plupart du temps, le syndrome néphrotique par lésion glomérulaire minime, c'est idiopathique. On ne retrouve pas de maladie particulière. Et en fait, voilà, c'est la faute à pas de chance. Alors, vous savez que tout ce qui est idiopathique, un jour finira par avoir une explication. Il n'y a rien qui est idiopathique, il y a forcément une raison pour laquelle ça arrive. Mais des fois, on ne la trouve pas, on ne la connaît pas encore. Mais par contre, chez les adultes, alors chez les enfants, c'est souvent, effectivement, on ne sait pas pourquoi, peut-être un problème immunitaire avec des reconnaissances virales, enfin, vous voyez un peu le topo, et ça s'en va et ça ne revient jamais. Mais néanmoins, chez l'adulte notamment, il faut évoquer des causes secondaires. Ces causes secondaires, il n'y en a pas des masses, c'est des causes médicamenteuses, la prise d'ANS déclenche des syndromes néphrotiques et un traitement par interféron. Ça, généralement, l'ANS, c'est peut-être plus dur, le patient, c'est peut-être pas forcément qu'il en a pris. L'interféron, généralement, vous savez que le patient prend de l'interféron, c'est pas un médicament qu'on achète en pharmacie, au comptoir de la pharmacie, quoi. Et surtout, ce qui est important, c'est de rechercher les lymphomes. Parce que les lésions glomérulaires minimes sont une complication du lymphome. Le lymphome peut précéder l'apparition de lésions glomérulaires minimes, mais aussi les lésions glomérulaires minimes peuvent précéder l'apparition du lymphome. Donc vraiment, c'est pas que idiopathique, il faut que vous soyez quand même conscient que ça peut être provoqué
par les lymphomes, et c'est ça qu'il faut chercher majoritairement, et bien interroger votre patient, savoir s'il a pris des INS. Donc, lésions glomérulaires minimes, l'étape d'avant, donc c'était syndrome néphrotique, lésions glomérulaires minimes, idiopathique ou secondaire, INS, lymphome, prise d'interféron. Si vous avez une hyalinose segmentaire et focale, dans ce cas, vous avez la plupart du temps de la même façon des causes idiopathiques. On ne sait pas bien, pour les mêmes raisons que la LGM, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est le plus fréquent. Mais vous avez des causes secondaires. Ces causes secondaires, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la hyalinose de réduction néphronique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la hyalinose segmentaire et focale, c'est la lésion d'encrassement du glomérule. Quand vous avez un filtre à eau, un filtre à air, un filtre à huile sur votre bagnole, par exemple, on va faire un petit parallèle un peu beauf, en fait, ce filtre, il s'encrasse au fur et à mesure du temps. Généralement, vous le changez sur votre voiture, et là, vous ne pouvez pas le changer, c'est votre train. En fait, qu'est-ce qui va faire que votre filtre va s'encrasser plus vite? Si vous lui demandez de travailler plus que ce qu'il devait travailler à la base, il va s'encrasser plus vite. Donc, toutes les pathologies, c'est-à-dire que toutes les insuffisances rénales, potentiellement, entraînent une réduction néphronique, et donc les néphrons restants vont travailler plus et vont s'encrasser. Et la façon dont ils vont s'encrasser, c'est la hyalinose segmentaire et focale. Donc, vous allez pouvoir trouver un patient qui a une insuffisance rénale et d'un coup qui fait un syndrome néphrotique. Vous le biopsiez, vous tombez sur la hyalinose segmentaire et focale, qui est une hyalinose secondaire à la réduction néphronique. C'est souvent ce qui arrive dans la néphroangiosclérose. Dans un second temps, on voit apparaître une protéinurie qui est en fait une hyalinose segmentaire et focale. Il y a un certain nombre de maladies néphrologiques génétiques qui vont entraîner une malformation des podocytes, en tout cas des malformations, qui vont se manifester comme une hyalinose segmentaire et focale en anatomopathologie. Et puis, il y a un certain nombre de pathologies qu'il faut connaître, je pense. La première étant le VIH. Le VIH donne des formes de hyalinose segmentaire et focale qui sont liées au virus et qui sont très graves et qui entraînent une évolution vers la dialyse quasiment dans 100% des cas. Et après, vous avez d'autres trucs comme l'héroïne, le pamidronate, l'hypoxie rénale chronique, la drépanocytose, qui sont des causes rares et dont je pense qu'il ne faut pas non plus trop vous embarquer l'esprit. Enfin, ce serait vraiment n'importe quoi de vous faire un cas clinique de drépano qui fait une HSF. Pourquoi pas, ok, on est discriminant sur 5%, 1%, 0,5% de gens qui auront appris ça et qui ne l'utiliseront jamais. Sauf s'ils sont un jour néphrologues, je vois pas l'intérêt. Mais bon, n'empêche, c'est écrit dans le collège, donc si vous voulez le retenir, vous pouvez le retenir. Si vous avez une glomérulonéphrite extra-membraneuse, alors là, on parle plus d'idiopathique parce que là, on a trouvé ce qui allait pas. Et en fait, dans les formes primitives, la plupart du temps, vous avez des anticorps anti-PLA2R. Donc, quand vous allez rechercher ces anticorps sur la prise de sang, vous allez trouver des anticorps anti-PLA2R. Ces anticorps anti-PLA2R vont être responsables des dépôts et de la glomérulonéphrite extra-membraneuse. Chez un patient adulte, quelle que soit la cause de la GEM, même si avec des anticorps anti-PLA2R, on ne fait pas forcément un bilan secondaire en premier lieu, il faut rechercher, si les anticorps anti-PLA2R sont négatifs, une cause secondaire. Et la principale cause secondaire de GEM, ce sont les cancers solides. C'est un syndrome paranéoplasique des cancers solides. Donc, GEM chez un adulte égale, je recherche un cancer solide. D'accord? Cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du poumon, cancer du côlon, tout ce que vous voulez, cancer de la prostate. Ça dépend, bien sûr, adapté à la personne. Hein. Donc chez l'homme, la prostate, chez la femme, l'utérus. Donc vous avez d'autres pathologies qui vont pouvoir donner aussi une glomérulonéphrite extramembraneuse. Et vous avez notamment des causes infectieuses. L'hépatite B, la syphilis, le paludisme, à la fois, encore une fois, vous allez retrouver des causes médicamenteuses, les AINS, et puis la dépénicillamine, donc qui sont des choses qu'on donne dans la maladie de Wilson notamment. Vous avez aussi des GEM dans le lupus, c'est la classe 5 du lupus, donc le lupus, donc femme jeune, GEM, on recherche toujours le lupus. Les dernières pathologies qui peuvent être associées au syndrome néphrotique, ce sont l'amylose et le diabète. Donc l'amylose, vous allez pouvoir faire le diagnostic sur le plan de la biopsie rénale. En fait, vous allez avoir des dépôts amorphes qui vont être rouge Congo positif, biréfringent en lumière polarisée. Si vous avez ça, vous avez une amylose.
Cette amylose, elle est responsable du syndrome clinico-biologique que vous avez vu avec un syndrome néphrotique. Et cette amylose, elle peut être AA, qui est surtout liée aux états inflammatoires chroniques, ou AL, qui est liée aux pathologies lymphoprolifératives type ou myéloprolifératives, en tout cas hémopathie lymphoïde ou myélome. Et vous avez aussi les amyloses héréditaires, comme l'amylose à transthyrétine, qui dans de rares cas donne des syndromes néphrotiques. C'est pas très courant. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est pas au programme. Le diabète est aussi pourvoyeur de syndrome néphrotique par le biais de la destruction de la membrane basale et l'apparition de ce qu'on appelle des nodules de Kimmel-Wilson. Donc, ce sont des nodules qui ressemblent quand même drôlement aux nodules d'amylose, mais qui sont rouge Congo négatifs. Donc, vous pouvez faire la différence avec le rouge Congo. Et c'est la complication de tous les diabètes. Donc là, vous avez fait tout l'arbre diagnostique. Vous êtes parti du syndrome clinico-biologique, vous êtes allé à la lésion anatomopathologique, et de la lésion anatomopathologique, vous avez déduit les étiologies qui pouvaient y être associées. Le syndrome néphritique, là ça va aller un peu plus vite parce qu'il y en a moins. Le syndrome néphritique, quand vous allez faire la biopsie rénale, vous allez avoir ce qu'on appelle des lésions de glomérulonéphrite aiguë. Donc comme je vous ai dit, en fait, les glomérules sont tous attaqués en même temps par quelque chose, et c'est souvent des complexes humains qui viennent se ficher dans la lumière glomérulaire, dans la lumière de l'endothélium. Et là, vous allez avoir de la prolifération qui va être endocapillaire, puisque ces complexes humains vont se mettre dans l'endothélium, et donc vont activer le système immunitaire dans l'endothélium. Donc la prolifération de cellules, donc ce sont des cellules du système immunitaire, va se faire au niveau de l'endothélium, à l'intérieur des capillaires, donc de façon endocapillaire, de façon diffuse, et ça peut s'associer dans des formes très sévères à une prolifération aussi extracapillaire en réaction à l'agression endothéliale. En fait, ça prolifère de partout. En immunofluorescence, vous avez un certain type de dépôt, un certain nombre de dépôts, on ne rentre pas dans les détails. Quand vous avez ce type de lésion anatomopathologique, vous êtes face à la plupart du temps, et ce qui vous sera attendu pour le CN, à quelque chose de post-infectieux. Il y a eu une infection, il y a eu la création d'anticorps, ces anticorps ont formé des complexes humains, ces complexes humains se fichent dans l'endothélium et entraînent la glomérulonéphrite aiguë, le syndrome néphritique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite latence de 15 jours, 3 semaines, le temps que les anticorps soient produits, tout ça. Donc voilà, les étiologies sont le post-streptococcique ou le post-staphylococcique. Globalement, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Dans ce qui est la glomérulonéphrite rapidement progressive, quand vous allez faire une biopsie chez un patient qui présente un syndrome clinico-biologique typique de glomérulonéphrite rapidement progressive, vous allez avoir ce qu'on appelle la glomérulonéphrite extracapillaire. Et donc, quand on dit glomérulonéphrite extracapillaire, on parle bien d'une lésion anatomopathologique. Vous allez avoir ce qu'on appelle des croissants cellulaires qui vont se développer aux dépens de l'épithélium de la chambre urinaire. Donc les cellules qui tapissent la chambre urinaire vont proliférer de façon très importante et pousser le glomérule et former ce qu'on appelle un croissant, comme un espèce d'hématome sous-dural en fait. C'est l'hématome sous-dural du glomérule. Et entraîner, entraîner cette glomérulonéphrite extracapillaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent une agression de l'endothélium. L'endothélium va sécréter un certain nombre de facteurs qui vont aller sur les cellules épithéliales et entraîner leur prolifération. Vous allez pouvoir ainsi, donc ça c'est ce que vous voyez en microscopie optique. Pour différencier les différents types de glomérulonéphrite rapidement progressive, en tout cas de glomérulonéphrite extracapillaire, où vous avez trois types, vous allez faire l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, elle va vous permettre de savoir quel est le mécanisme d'agression qui entraîne cette prolifération extracapillaire. Et là, vous allez classer ça en 3 types. Le type 1, en immunofluorescence, vous allez avoir ce qu'on appelle des dépôts intramembraneux d'immunoglobuline G. En fait, il y a un anticorps qui vient s'attaquer à la membrane basale glomérulaire de façon spécifique. Et ça se voit dans la maladie de Gout-Pasture avec des anticorps anti-membrane basale glomérulaire qui peuvent attaquer plusieurs parties de la chaîne du collagène, souvent la chaîne alpha-3 du collagène 4.
Et en fait, les anticorps étant contre la membrane basale, on les voit dans la membrane basale. Et vu qu'ils attaquent toute la membrane basale, en fait, ils sont tout le long de la membrane basale. Vous les suivez tout le long de la membrane basale. Donc, c'est ce qu'on appelle des dépôts linéaires. Et je vais vous montrer ça dans le QN. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, vous avez ici les dépôts linéaires dans l'aglomérulonéphrite extracapillaire de type 1, c'est-à-dire associé au syndrome, à la maladie de Goode-Pasture. Vous voyez, on suit parfaitement, on dessine parfaitement, sans interruption, l'ensemble de la membrane basale glomérulaire. Et donc ça, c'est typique. Quand c'est associé à un croissant extracellulaire, c'est une maladie de Goode-Pasture avec un pronostic rénal affreux. Le type 2, vous avez des dépôts au niveau de la membrane basale glomérulaire, mais ces dépôts, ils ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'ils sont granuleux, c'est-à-dire qu'ils sont interrompus, ils ne sont pas partout sur la membrane de façon linéaire comme dans le Goode-Pasture, mais il y a des petits trous entre, et donc ça fait des petits grains sur la membrane. Et quand vous avez ça, il y a un certain nombre de pathologies qui vont pouvoir reconnaître plus ou moins la membrane basale glomérulaire et s'accrocher dessus. Et vous allez avoir donc le purpura rhumatoïde, les néphropathies lupiques, les néphropathies à IgA, les cryoglobulines, les endocardites infectieuses. Donc en fait, ce type 2, c'est un petit peu l'extracapillaire satellite d'une activation du système immunitaire pour une autre raison, mais qui dans la bataille va reconnaître une partie de la membrane basale glomérulaire et entraîner son agression et la prolifération extracapillaire. Donc voilà, soit les dépôts sont linéaires et vous êtes dans une membrane basale antiglomérulaire, soit ils ne sont pas linéaires et donc c'est vraiment la qualité de ces dépôts qui va vous orienter vers la pathologie. Est-ce que c'est des dépôts d'immunoglobuline A? Dans ce cas, on sera plus sur le purpura rhumatoïde ou la néphropathie IgA. Est-ce que c'est de l'immunoglobuline M, du C1Q, choses comme ça, on sera plus sur le lupus. Est-ce que c'est est-ce qu'on a des dépôts d'immunoglobuline G, de C3, d'IgM, qui sera plus sur la cryoglobuline, enfin bref, tous ces trucs-là, ça c'est plutôt des trucs de spécialistes, mais globalement, si les dépôts ne sont pas linéaires, c'est qu'ils sont associés à une pathologie inflammatoire auto-immune que vous devez diagnostiquer. Et le type 3, c'est pas de dépôt. Donc il n'y a pas de dépôt sur la membrane basale, parce que l'agression au niveau du capillaire n'est pas dirigée directement contre la membrane basale glomérulaire. En fait, l'agression se fait sur la cellule endothéliale à cause d'un certain nombre de choses qui vont agresser cette cellule et dans les et c'est l'apanage des vascularites à ANCA. Il y a des anticorps, il y a des ANCA. Ces ANCA, ils vont être dirigés contre les polynucléaires neutrophiles. Donc les polynucléaires neutrophiles vont décéder, vont rentrer en apoptose ou en nécrose et vont libérer leur contenu dans la circulation, d'accord? Donc, imaginez bien que ces polynucléaires neutrophiles sont là pour détruire des agents infectieux ou des cellules, enfin en tout cas qui sont là pour détruire, pour dézinguer des organismes pathogènes, d'accord? Donc, ils contiennent un matériel extrêmement toxique et extrêmement pro-inflammatoire. Donc, quand ces polynucléaires vont éclater dans la circulation générale, ils vont libérer leur contenu dans la circulation générale. Dans les gros vaisseaux, ça va être peu problématique puisque il y a énormément de flux, il y a énormément de sang qui circule et donc tout ce contenu protéolytique va être complètement dilué et ne va pas attaquer les gros vaisseaux. Par contre, quand les vaisseaux vont devenir de plus en plus petits et où le flux va être de moins en moins important, et bien là, si le polynucléaire meurt, il libère son contenu protéolytique directement sur la cellule endothéliale. Et à ce moment-là, s'il libère sur la cellule endothéliale de façon directe, eh bien, il va activer cette cellule endothéliale, il va la détruire et il va donc provoquer une vascularite. Et c'est pour ça que c'est plutôt des moyens et des petits vaisseaux, voire des capillaires, parce que c'est là que la toxicité de l'explosion des neutrophiles va être la plus importante. Et donc, c'est en réflexe, en réponse à cette agression de la cellule endothéliale qu'elle va sécréter un maximum de facteurs de régénération qui vont se retrouver dans la chambre urinaire, activer la prolifération des cellules épithéliales et faire l'aglomérulonéphrite extracapillaire. Vous ne verrez rien sur la membrane basale puisque la membrane basale n'est pas impliquée dans la pathologie, mais vous voyez bien l'extracapillaire, c'est pour ça qu'on ne voit pas de dépôt dans les vascularites à ANCA.
Dans les hématuries macroscopiques récidivantes, quand vous allez faire une biopsie, la plupart du temps, vous allez avoir ce qu'on appelle des lésions de néphropathie à IgA. Vous allez retrouver majoritairement les néphropathies à IgA. En fait, les IgA, alors il y a plusieurs types de néphropathie à IgA. Vous avez la néphropathie à IgA primitive, qui est la maladie de Berger. C'est une anomalie au niveau de la structure des immunoglobulines A, qui n'est pas expliquée. Alors il y a des variants génétiques et des choses comme ça, mais qui va faire que ces immunoglobulines A vont avoir tendance à se planter et rester dans le mésangium autour des glomérules et provoquer cette pathologie. Et donc, en microscopie optique, vous allez voir en fait une hypertrophie du mésangium. Le mésangium, normalement, vous ne le voyez pas, vous voyez très très peu de cellules entre les capillaires. Et quand vous allez avoir une néphropathie IgA et une prolifération mésangiale, vous allez voir la présence d'un mésangium qui est épaissi. Ici, vous voyez sur la photo que le glomérule, qui normalement on voit très bien les anses capillaires, là on voit pas très bien, on voit une espèce de gros spoons au milieu, violet. Et ça, c'est du mésangium qui est hypertrophié avec un tas de cellules dedans. Et donc, en plus de ça, quand vous allez faire de l'immunofluorescence avec une immunoglobuline A, vous allez voir que dans ce mésangium, en flaque, un peu partout, vous avez des dépôts d'immunoglobuline A. Et donc ça, c'est vraiment typique de la néphropathie à IgA. La néphropathie à IgA, elle peut être, comme je vous disais, primitive, anomalie de structure des IgA, ou secondaire dans des pathologies où il y a une hypersécrétion et une hyperprésence, une hypersécrétion d'IgA, comme dans les pathologies hépatiques comme la cirrhose, mais aussi dans certaines pathologies auto-immunes comme les maladies inflammatoires de l'intestin, les spondylarthropathies et les dermatoses bulleuses à IgA. Donc vous pouvez avoir très bien des hématuries macroscopiques, en tout cas un syndrome glomérulaire associé à ces pathologies qui est expliqué par les IgA qui se mettent dans le mésangium. Et puis, on a aussi cette forme qui est satellite du purpura rhumatoïde, mais qui est une forme probablement un peu plus sévère au niveau rénal et qui va volontiers attaquer la membrane basale en plus du mésangium et provoquer une glomérulonéphrite rapidement progressive. Voilà, en fait, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les néphropathies glomérulaires. Donc, la synthèse de tout ça. Signe d'atteinte glomérulaire. Commencez toujours par... Voilà, c'est vraiment un entonnoir. Il faut vraiment que vous commenciez par le début. Quels sont les signes cardinaux d'atteinte glomérulaire que mon patient présente? Vous regardez ces signes et vous regardez quelle est la temporalité d'installation de ces signes. Comment est-ce que ces signes s'articulent entre eux? Une fois que vous avez ça, vous définissez votre syndrome clinico-biologique ou vos syndromes clinico-biologiques. Le patient présente une protéinurie importante, une albumine basse. Il a un syndrome néphrotique. Bon, il n'a que ça. Je ne vois pas d'hématurie, je ne vois pas d'insuffisance rénale, je ne vois pas d'hypertension. Le syndrome néphrotique semble pur. Je biopsie ce patient. Je regarde ce qu'il a à la biopsie. Il a des lésions glomérulaires minimes. Bon, dans ce cas, il a des lésions glomérulaires minimes. La plupart du temps, c'est idiopathique. Mais, étant donné que c'est un adulte, je cherche un lymphome par le bilan adapté. Je lui demande s'il prend des AINS et je m'assure qu'il n'y ait pas une pathologie qui lui fasse prescrire des interférons, par exemple. Le patient présente une élévation subaiguë rapide de sa créatinine associée à une hématurie, il a des arthralgies, il a une rhinite croûteuse, il a du mal à respirer. Bon, je fais une biopsie, je tombe sur une glomérulonéphrite extracapillaire. Bon, je fais l'immunofluorescence, il n'y a pas de dépôt. Bon, c'est une vascularite à ANCA puisque j'ai des ANCA. Bon, ben voilà, j'ai fait mon diagnostic. Et vraiment, toujours stratifier votre pensée de cette façon. Évidemment, en pratique clinique, on essaye de faire un peu tout en même temps pour essayer d'avancer rapidement sur les dossiers. Mais dans notre esprit, c'est vraiment comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on réfléchit sur les pathologies. Donc c'est vraiment comme ça que vous devez penser cet item et réfléchir par rapport à cet item. Donc maintenant, je réponds à vos questions si vous en avez dans le chat. Si vous n'en avez pas, eh bien on s'arrêtera là. Ce live sera disponible
en rediffusion sur la chaîne YouTube, probablement avec une condensation et des petits problèmes techniques qu'on a eu là. Je pense qu'il y a un problème de débit. Comme je vous disais, j'ai un ordinateur qui est proche des soins palliatifs et qui me prouve chaque jour qu'il faut vraiment que je le change. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien écoutez, pour ceux qui ont suivi le live, je vous remercie. Et pour ceux qui vont le regarder plus tard, merci aussi de suivre ça. Le prochain live, on va faire insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique. On va essayer de bien parler de comment est-ce qu'on diagnostique une insuffisance rénale aiguë, quels sont les critères de gravité, l'insuffisance rénale chronique, comment on la diagnostique, les différents types d'insuffisance rénale chronique, et peut-être qu'on parlera un tout petit peu de néphropathie interstitielle chronique, puisque c'est un item récent, juste pour un petit peu faire le point. Est-ce que... Voilà, merci à tous, je vois vos commentaires, merci beaucoup. Lofty me demande s'il y a un livre qui permet de comprendre la physiopathologie. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui permet de comprendre la physiopathologie? Probablement. Il y a énormément d'éléments de physiopathologie dans le QN. De ça, de là, donc c'est vrai peut-être que c'est parfois un peu éparse. Mais est-ce que j'ai un livre à vous conseiller pour la physiopathologie rénale, à part vous conseiller les trucs de référence type Brenner, qui sont des pavés avec lesquels vous pouvez construire votre maison et qui sont extrêmement détaillés en anglais. Bon, c'est quand même, faut quand même se les farcir. Non, alors j'ai pas comme ça de référence. Je peux te donner les vidéos qu'on fait sur la chaîne et sur Instagram où j'essaie de parler au maximum de la physiopathologie pour que vous puissiez comprendre la base de tout. Enfin, je veux dire la base du problème et essayer bien d'intégrer ce qui se passe. Mais là, comme ça, j'ai pas de bouquin à te conseiller. Si j'ai quelque chose à conseiller, n'hésite pas à me relancer. Je vais regarder ça en tout cas et je pourrais essayer de te répondre de façon plus personnalisée si tu veux. Voilà. Donc Renaud qui est mon acolyte sur la chaîne et je pense que vous pouvez aussi remercier énormément Renaud puisque c'est lui qui s'occupe avec sa génialissime femme graphiste qui nous fait tout le graphisme sur Doc & Roll. C'est lui qui fait les montages vidéo et il m'aide énormément et je pense que on n'a jamais vu un infirmier aussi impliqué dans la pédagogie médicale des étudiants et probablement beaucoup plus impliqué qu'énormément de professeurs. Donc big up Renaud, merci à lui pour tout ce qu'il fait. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à parler autour de vous si vous trouvez que ce contenu est intéressant, ça nous fait plaisir, de vous faire du contenu et de savoir que c'est utile. On aime bien avoir vos retours. Céline, tu me demandes si c'est possible de réexpliquer extra sous endomembraneux, bien entendu, aucun problème. Donc je remets ma petite photo de glomérule. Donc quand on va parler de capillaire ou membraneux dans une néphropathie glomérulaire, on va bien sûr parler de la description de ce qu'on voit en anatomopathologie. Et on va différencier quand on va parler de extra ou endocapillaire ou d'extra ou d'endomembraneux, si on parle de la présence ou de la prolifération de cellules ou si on parle de la présence de dépôts. Quand on va parler des cellules, on voit des cellules dans le glomérule. Il y a des cellules qui ne doivent pas être là. Il y a des cellules qui ne doivent pas être là et on aimerait bien savoir où elles sont. Et pour les topographier, on va parler de leur position par rapport au glomérule. Donc le glomérule, par rapport au capillaire. Donc si les cellules sont situées dans la lumière du capillaire, on va dire la prolifération est endocapillaire. Les cellules sont dans le capillaire. Si les cellules ne sont pas situées dans le capillaire, et qu'elles sont situées de l'autre côté, la plupart du temps, on dit qu'elles sont extracapillaires. Donc ça définit la prolifération et sa topographie. Quand la prolifération extracapillaire, c'est souvent, très vraisemblablement, les cellules épithéliales qui tapissent la capsule de Bowman. Quand elle est endocapillaire, c'est souvent, très vraisemblablement, des cellules du système immunitaire.
Donc c'est des neutrophiles, des lymphocytes, des macrophages, choses comme ça. Quand on va parler de la membrane et de la topographie par rapport à la membrane, on va parler des dépôts. Donc les dépôts, c'est-à-dire que des substances qui se déposent dans le glomérule qui ne doivent pas être là normalement, elles vont se déposer soit du côté endothélial de la membrane, on va dire qu'elles sont endomembraneuses, les dépôts sont endomembraneux, donc des dépôts endomembraneux, soit ils sont dans la membrane, donc ils sont intramembraneux, soit ils sont du côté podocyte, chambre urinaire de la membrane, et là ils sont extramembraneux. Et donc voilà comment on topographie ces dépôts avec le caractère soit endo, soit intra, soit extramembraneux. Vous allez retrouver de la poésie dans les trucs anapathes, parce que l'anapathe va dire sous-membraneux, sous-épithélial, enfin, en gros c'est juste pour brouiller les externes, je pense. Et il faut vraiment retenir, quand je parle de membrane, endo, intra, extra, c'est la topographie des dépôts par rapport à la membrane. Donc, endo, ça va être du côté du capillaire, extra, ça va être du côté du podocyte et de la chambre urinaire. J'espère que c'est plus clair pour toi. Juste en attendant, si vous avez d'autres questions, la néphropathie lupique, qui est souvent... Le lupus peut atteindre le rein sur le plan vasculaire, interstitiel. La néphropathie glomérulaire, l'atteinte glomérulaire lupique, j'en ai pas parlé, je pense que c'est important que j'en parle maintenant, puisque c'est quand même une néphropathie glomérulaire assez fréquente, en tout cas importante. Elle est classée en 6 stades, qui vont du stade 1 au stade 6, et en fait le lupus va pouvoir donner quasiment toutes les lésions anatomopathologiques au niveau du glomérule, et en fait la présence des lésions va être plus ou moins sévère et va aussi conditionner énormément le traitement du lupus. La classe 1, c'est les lésions glomérulaires minimes, on ne voit rien au niveau du glomérule, c'est des lésions glomérulaires minimes lupiques. Donc dans un contexte de lupus, quand on voit rien dans le glomérule et qu'on a des signes d'atteinte glomérulaire, bien entendu, protéinurie, hématurie, HTA, tout ça, qu'on voit rien, on est dans une classe 1, souvent une classe peu sévère. Classe 2, on a souvent un épaississement mésangial et des dépôts qui sont mésangiaux. Ça, c'est la classe 2, pareil, pas très grave, en tout cas, pas les plus graves. Classe 3, classe 4. Classe 3, classe 4, on a de la prolifération extracapillaire. Donc là, c'est vraiment les lupus, les classes les plus sévères. La classe 3, on a quelque chose de segmentaire et focal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça sur tous les glomérules et on voit ça qu'à certains endroits des glomérules, comme je vous ai, comme en fait la topographie de la hyalinose. D'accord ? Classe 3, c'est ça. C'est sévère, il faut traiter, mais c'est moins sévère que la classe 4. La classe 4, c'est vraiment diffus. On voit de l'extracapillaire, on voit de la prolifération extracapillaire, vraiment quasiment dans tous les glomérules. Et ça, c'est vraiment très sévère. Il faut traiter le patient de façon extrêmement agressive parce qu'il peut détruire son rein très rapidement. Classe 5, c'est une glomérulonéphrite extramembraneuse. On voit des dépôts extramembraneux. Et ces dépôts sont des dépôts qui sont typiques du lupus. Je ne vais rentrer pas plus loin parce qu'après, c'est de la spécialité. Et la classe 6, c'est la glomérulonéphrite, on va dire chronique, destructrice. C'est-à-dire qu'il y a un lupus, il y a des signes glomérulaires, et ce qu'on voit, c'est des cicatrices, des glomérules qui sont cicatriciels. Une glomérulonéphrite sclérosante, avec vraiment des glomérules qui sont cicatriciels. Ça, c'est les différents stades de néphropathie lupique. Retenez les plus graves. Stade 3, stade 4, c'est l'extracapillaire, la prolifération cellulaire au niveau lupique. Classe 5, la GEM. Classe 1 et 2, c'est des glomérules qui sont quasiment normaux. Classe 1, il n'y a rien. Classe 2, il y a juste un peu de dépôts mésangiaux. Classe 6, c'est déjà terminé. Game over. Question, on peut donc avoir des lésions extracapillaires plus endomembraneux, comme dans la GERNP type 1, où je suis à côté de la plaque. Alors pas du tout, Julie, tu as tout à fait raison. Tu peux avoir effectivement dans la glomérulonéphrite extracapillaire des dépôts. Et c'est d'ailleurs ce qui va te permettre de diagnostiquer quel type de glomérulonéphrite extracapillaire tu as. Les dépôts, ils sont souvent endomembraneux ou intramembraneux dans la glomérulonéphrite extracapillaire liée à la glomérulonéphrite rapidement progressive, parce que en fait, ces dépôts, ils viennent de la circulation générale, tu vois, ils viennent
Ils viennent de ce qui est sécrété dans le plasma, dans le sang, et qui va venir se ficher dans le glomérule. Dans la GEM, c'est un peu différent. C'est des anomalies qui se font aussi localement dans l'autre sens. Mais effectivement, tu peux avoir des dépôts et de la prolifération. C'est typique d'un certain nombre de lésions anatomopathologiques au niveau rénal. Et du coup, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs ce qui va caractériser ton type 1. Donc, tu as de la prolifération extracapillaire. Quand tu vois ça associé à ton syndrome clinico-biologique de GNRP, tu te dis, bon, quel est le diagnostic ? Je suis un type 1, j'ai un type 2, j'ai un type 3, je fais une immunofluorescence, je regarde, je vois des dépôts. Ces dépôts, ils sont intramembraneux. Je suis toute la membrane basale que je dessine parfaitement. C'est donc un type 1, une maladie de Good Pasture. Tu vas très vraisemblablement retrouver dans le plasma les anticorps anti-membrane basale glomérulaire. Type 2, tu verras des dépôts qui sont plutôt granuleux, qui sont endomembraneux, et tu vas retrouver la pathologie avec ton bilan d'extension. Et type 3, tu ne verras pas de dépôt, et vraisemblablement tu trouveras des encas anti-PR3 ou anti-MPO au niveau du sang chez ce patient dans une vascularité en cas. Anti-PR3, polyangéite avec granulomatose avec polyangéite, anti-MPO, polyangéite microscopique. PR3, granulomatose avec polyangéite, MPO, polyangéite microscopique. MP, microscopique polyangéite, retenez-le comme ça. MPO, vous avez le MP, donc c'est, vous le dites en anglais, microscopic polyangeitis, si vous voulez, MPO. PR3, granulomatose avec polyangéite, anciennement maladie de Wegener. Donc non, Julie, tu as tout à fait raison. Et tu as donc compris les glomérulonéphrite, bravo. D'autres questions, n'hésitez pas, sinon on arrête là ce live. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour le suivant. Je vous donnerai la date. On essaiera d'être sur des lives voilà, avec un petit peu plus d'items. Là, je me suis focalisé sur les deux plus gros dans des lives qui étaient dédiés. Après, on essaiera d'aller un tout petit peu plus vite sur les différents trucs. Juste pareil, vous rappeler un petit peu des bases de compréhension pour vraiment que vous compreniez que la néphrose, c'est pas si compliqué si on prend les choses à la base. Nico, endocapillaire n'est pas synonyme d'endomembraneux. Si tu dis endocapillaire, tu parles de cellules, de prolifération, de la présence de cellules endocapillaires, c'est-à-dire à l'intérieur de la lumière des capillaires, endocapillaire. D'accord ? Quand tu vas parler de quelque chose d'endomembraneuse, tu vas parler des dépôts, c'est-à-dire des protéines, des trucs qui vont se déposer sur la membrane ou à côté de la membrane. Et endo, ça va être plutôt du côté du capillaire, intra dans la membrane elle-même, extra de l'autre côté, du côté de la chambre urinaire. Donc non, c'est pas pareil, c'est vraiment la dichotomie à bien comprendre. Quand on va dire endocapillaire, on va parler de cellules, de prolifération. Il y a des cellules qui ne doivent pas être là, et on dit qu'elles sont soit endo, soit dans le capillaire, soit extra, soit du côté de la chambre urinaire. Et membrane, on parle des dépôts, extra, endo, intra. J'espère que c'est bien clair. C'est bien clair. Sinon, n'hésite pas à reposer des questions. Tu peux nous envoyer des questions sur les différents réseaux sociaux. Revoir nos vidéos sur les glomérulopathies sur la chaîne, les posts. Enfin voilà. Et en tout cas, il n'y a pas de souci. Si c'est pas clair, n'hésite pas à me redemander. Je te réexpliquerai. Ça a peut-être déjà été abordé plus tôt. Est-ce que devant un tableau de GNRP, on fait tout le bilan d'extension avec dosage, des encas, des anticorps anti-MBG? La réponse est oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté vraiment bilan d'extension, tout ça, parce que je voulais vraiment me focaliser sur la compréhension de l'item. Il faut faire le bilan complet effectivement devant une GNRP parce qu'il faut imaginer que tu es face. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va faire le bilan complet. C'est qu'il y a des formes frontières et qu'il y a aussi des pathologies où les anticorps circulent pas ou circulent peu. Donc il faut faire anti-MBG, il faut faire un bilan auto-humain assez complet et on dose les encas avant d'avoir évidemment le résultat de la biopsie rénale. Il faut imaginer qu'en pratique, le patient arrive avec une créate extrêmement élevée, une urgence néphrologique, on va dire souvent une IRA, et que en fait c'est une urgence thérapeutique à commencer rapidement un traitement chez ce patient, souvent à base de bolus de corticoïdes, éventuellement de plasmaphérèse, et que on peut se permettre
dans certains cas, de commencer un traitement avant d'avoir la lecture de la biopsie ou avant que la biopsie soit même possible d'être faite. Des fois, c'est pas possible de la faire tout de suite. Si on a une GNRP typique clinico-biologique associée à des anticorps anti-MBG, clairement, on va pas attendre d'avoir la biopsie puisque chaque minute que le patient passe avec des anticorps anti-MBG qui circulent, c'est un glomérule qui disparaît. Et donc, il faut être vraiment extrêmement agressif avec ce type de pathologie. Donc oui, il faut faire le bilan rapidement, le bilan complet, avant même d'avoir le résultat de la NAPAT pour pouvoir commencer le traitement. Dernière question, alors Julie. Mésangiome et membrane basale glomérulaire, ça n'a bien rien à voir. Le mésangiome, comme vous voyez sur cette photo, c'est le tissu qui est en marron et qui est au milieu des glomérules. Qui est au milieu du flocule et des capillaires. C'est simple, le mésangiome, c'est un tissu de soutien qui permet de tenir l'architecture tridimensionnelle des capillaires dans la chambre urinaire. Ce mésangiome, il est formé de quelques cellules mésangiales de soutien et d'une trame collagéneuse, ou en tout cas d'une trame d'une trame protéique qui permet de tenir ça. C'est vraiment quelque chose qui est entre les capillaires et qui permet de les maintenir. La membrane basale va tapisser le capillaire de l'autre côté, en tout cas du côté des podocytes, d'accord ? Et cette membrane basale et tous ces podocytes qui vont être autour de cette membrane basale, ils vont former avec la membrane basale l'espace de filtration et le filtre rénal. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose. Mais ce sont des structures qui sont anatomiquement proches, d'accord ? Mais elles ne servent pas du tout à la même chose. La membrane basale, c'est ce qui va entourer et participer à la filtration. Le mésangiome, c'est ce qui va permettre de tenir et de structurer l'architecture du glomérule pour permettre la filtration, d'accord ? Pour permettre la structure architecturale du glomérule. Et la membrane basale va participer aux propriétés du filtre avec les podocytes. Est-ce qu'il est possible d'expliquer pour le diabète rapidement ? C'est donc une glomérulopathie avec des dépôts spécifiques, les nodules de Kimmel-Wilson. Pas Nilsson, mais oui, Wilson. Le diabète, il y a plusieurs pathologies, enfin en tout cas, il y a plusieurs processus physiopathologiques qui emmènent à une glomérulopathie dans le diabète. La première, c'est qu'il y a des anomalies pressionnelles au niveau du glomérule avec des anomalies au niveau de la pression. Et il va y avoir en fait une hyperfiltration au niveau glomérulaire. Donc le glomérule va hyperfiltrer le sang et souvent dans les premiers temps de la néphropathie diabétique, on a des reins qui grossissent et une crête qui diminue et même une crête et un débit de filtration glomérulaire qui augmente chez les patients. Ça se traduit comment ? Par une dégradation et un encrassement, comme je vous disais, des glomérules. L'encrassement des glomérules et la glycation des structures glomérulaires va entraîner petit à petit la destruction des glomérules et des dépôts que l'on caractérise sont des dépôts amorphes de structures. C'est pas du sucre qui se dépose, c'est bien des protéines qui sont issues des podocytes, du mésangiome, en fait, qui vont faire des espèces de nodules. Ces nodules, ils ressemblent aux nodules de l'amylose, mais par contre, ils ne sont pas du tout organisés en feuillets bêta-plissés comme les protéines amyloïdes. Donc, quand on fait un rouge Congo ou une lumière biréfringente, on n'a pas de rouge Congo positif et pas de biréfringence à la lumière polarisée. Donc, ces nodules sont vraiment extrêmement typiques du diabète. Il y a aussi une troisième pathologie qui est un élément de diagnostic différentiel, qui sont les glomérulonéphrites membrano-prolifératifs, qui ne sont pas au programme de l'ECN, mais qui donnent aussi des fois un aspect nodulaire. Et donc le diabète, c'est une hyperfiltration au début, puis un encrassement sous forme de nodules de Kimmel-Wilson, et ensuite derrière, c'est une glomérulosclérose diabétique avec des séquelles fibreuses au niveau du glomérule. Donc effectivement, ces nodules de Kimmel-Wilson, vous les retrouverez dans le diabète. Alors les anapathes, si vous voulez faire de l'anapathe, vous verrez qu'il y a énormément de caractéristiques qui permettent de différencier un nodule de Kimmel-Wilson d'un autre nodule au-delà du rouge Congo. Clairement, c'est pas du tout au programme, mais effectivement, ces nodules sont assez caractéristiques et surtout ne prennent pas le rouge Congo. Par contre, dans le diabète, vous pouvez avoir un patient qui a un diabète et une amylose et qui a donc des nodules. S'ils sont rouge Congo positifs, vous pouvez pas dire
vous pouvez pas dire que c'est un nodule de cumulative Wilson, c'est une amylose. Donc dans ce cas, il faut chercher la cause de cette amylose. On a le droit d'avoir plusieurs pathologies. Aujourd'hui, tous nos patients sont multipathologiques et on ne peut pas, on ne peut plus raisonner comme on raisonnait avant avec des patients qui avaient une seule pathologie, quoi. Donc attention, vraiment, si vous avez des nodules, il faut faire un rouge Congo systématiquement pour éliminer une amylose, même s'il n'y a pas de contexte clinique, parce que souvent on a des surprises. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, donc sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne pour pas louper. Il y a un contenu qui est assez hétéroclite sur cette chaîne, une vulgarisation médicale, un peu de vlog sur mon post-doctorat aux États-Unis, mais j'essaye quand même un maximum de vous proposer du contenu pédagogique, surtout en néphrologie, puisque c'est ma spécialité. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, à nous suivre sur Instagram, Facebook, on est aussi sur Twitter. Pas forcément pour le plaisir, mais si vous avez des questions, on répond, enfin je réponds assez volontiers sur Instagram par exemple. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Bon courage à tous les D4 qui se rapprochent dangereusement et sûrement de l'ECN. Donc bon courage, bientôt c'est terminé tout ça et vous allez passer à la suite du programme. Et pour les autres, eh ben, bon courage aussi. N'hésitez pas à faire autre chose de votre vie que de bosser. Et prenez du plaisir à faire plein d'autres choses. On se retrouve très bientôt pour un autre live. À bientôt.